Bonsoir, merci d'avoir patienté jusqu'à ces derniers jours. J'imagine la fatigue qui s'est accumulée. Et par conséquent, je vais aussi tenter d'accélérer un peu. J'ai éliminé quelques diapos et j'en sauterai quelques-unes au fur et à mesure. Est-ce qu'il serait possible de baisser la luminosité pour améliorer le contraste? Sinon, vous allez manquer la moitié. Quelqu'un pourrait-il régler l'éclairage? Enfin, bon. Alors, bon, les premières diapos sont blanches avec des caractères noirs, donc je pense que vous n'aurez pas de problème à suivre. Pour situer tout de suite le contexte, j'ai commencé mes études à travailler sur ITER. Il était question d'ITER tout à l'heure, je ne vais pas du tout vous en parler. Et j'ai peu à peu évolué dans différents domaines pour finir avec ce qu'on appelle les relations entre le Soleil et la Terre. Ce qui m'amène déjà à la première conclusion. Aujourd'hui, un étudiant qui sort de master, dans les 2-3 années après l'obtention de son diplôme, il finit par travailler sur autre chose que sur quoi il s'était formé initialement. Je pense que c'est une première conclusion importante, mais bon. Je poursuis. Pour situer le contexte immédiatement, j'aimerais juste situer quelques faits concernant le climat. Je ne vais pas tant parler de la machine climatique elle-même, pour ça il faudrait vraiment avoir un climatologue, et donc je ne daignerai pas parler à sa place. Par contre, je vais insister beaucoup plus sur un des mécanismes qui est le lien entre le Soleil et le climat, qui est un lien extrêmement controversé, qui est souvent mis en avant pour expliquer le réchauffement climatique actuel, si on ne veut pas le mettre sous le compte de l'homme. Alors, je sortirai parmi les différents graphes que vous pouvez trouver dans les rapports du GIEC, de l'IPCC, il y a celui-ci, qui date déjà d'il y a 2-3 ans, 5 ans déjà, et qui montre l'évolution globale de la température de la Terre depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. En noir, les observations, et en vert, un des modèles, un seul parmi plusieurs. Et ce modèle ici est très simpliste, puisqu'il fait intervenir uniquement 4 mécanismes fondamentaux que vous verrez sur le transparent suivant. Donc déjà, bon, je ne vais pas insister sur les détails, vous les connaissez tous, c'est une augmentation globale de la température, avec des variations quand même assez subites. Par exemple, dans les années 40, il y a eu un retour, et ensuite une croissance qui n'a plus cessé depuis, avec des variations. Parmi les 4 mécanismes principaux qui peuvent expliquer cette augmentation, il y en a d'autres, mais voici les 4 fondamentaux. Il y a d'abord ce qu'on appelle la variabilité naturelle, c'est-à-dire la machine climatique qui a une variabilité intrinsèque avec des cycles naturels. Un des plus connus, c'est l'ENSO, le El Niño Southern Oscillation, le cycle El Niño, qui a sa variabilité ici. Un autre terme qu'on appelle le forçage interne, c'est essentiellement l'activité volcanique. Chaque fois qu'il y a une grosse éruption volcanique, uniquement elle est toute grosse, ça perturbe la stratosphère et ça induit un refroidissement qui peut durer 2-3 ans. La contribution solaire qui est ici, qui est un des principaux forçages externes. Et enfin, ce que nous produisons, nous, avec les gaz à effet de serre, tous gaz confondus. Alors pour situer un peu les choses, j'ai repéré ici en rouge les variations de l'ordre de 0,2 degrés induites par chacun de ces mécanismes pour permettre de situer un peu les choses. Et vous voyez tout de suite que les effets anthropogènes en amplitude sont de loin les plus importants, mais les autres ne sont pas exclus. Alors un gros reproche que j'adresse à ce graphe-là, c'est qu'il n'y a pas de barre d'erreur, donc on n'a pas l'idée précise de la contribution de ces termes-là. Le GIEC a sorti il y a tout juste un mois son nouveau rapport, le précédent datant de 2007, qui fait le bilan de la planète. Si vous lisez un peu ce rapport, il est volumineux, hein, le principal, il fait plusieurs centaines de pages. Un des graphes les plus importants, c'est celui-ci, qui fait état des principaux forçages radiatifs, et de leur contribution au réchauffement actuel. Contribution positive si c'est vers la droite, contribution négative si c'est vers la gauche. Et les unités sont exprimées ici en watts par mètre carré.
Alors, vous avez les gaz à effet de serre qui sont exprimés ici, avec les CO2 évidemment, mais aussi le méthane et d'autres gaz. Et vous avez des effets qui vont plutôt dans l'autre sens, comme par exemple ce qu'on appelle les aérosols, en particulier la pollution qui produit énormément d'aérosols, qui ont un effet globalement de refroidissement, même si ça peut avoir des effets contraires. Et enfin, le soleil qui est tout en bas ici, qui est minuscule, qui est ridicule, mais qui n'est pas tout à fait nul. Et alors, ce qui est intéressant dans ce graphe, ce n'est pas seulement les valeurs absolues, mais c'est surtout les barres d'erreur. Et vous voyez que la barre d'erreur sur le CO2, il est de cet ordre-là, alors que pour les aérosols, il dépasse largement les 100%, et pour la contribution solaire aussi, on dépasse largement les 100%. Donc ce qui est intéressant ici, c'est pas seulement de quantifier, de mettre un chiffre précis sur ces valeurs-là, mais aussi de voir dans quelle mesure on arrive à affiner les barres d'erreur. Alors, je vous ai dit, pour situer le contexte, pour dire tout de suite ce qu'il en est, et pour parler des faits, il y a une écrasante majorité des scientifiques experts dans ce domaine-là qui est convaincue que la contribution solaire, même si elle n'est pas nulle, elle est significative et largement inférieure à celle de l'effet anthropogène, c'est-à-dire des gaz à effet de serre. Bon, voilà le contexte. Ceci dit, vous avez vu qu'il y a des barres d'erreur. Alors, je reviens au Soleil, puisqu'il sera essentiellement question de Soleil et de son impact sur la Terre. Il est question de transparence, et on va tout de suite voir que le Soleil est un objet qui est en fait très transparent. C'est une boule de plasma, et certains plasmas sont transparents, d'autres le sont beaucoup moins. Voilà le Soleil tel qu'il était il y a 2 jours, très exactement, parsemé de quelques taches, ces taches solaires qui sont extrêmement intéressantes, parce que c'est là que le champ magnétique va être localement plus intense, comme on le verra tout à l'heure. Alors, une des choses sur lesquelles j'aimerais insister ici, c'est que les mécanismes les plus évidents, ce qui est le plus apparent à l'œil humain, n'est pas forcément ce qui est le plus important. Et je prends le cas du Soleil, si on l'observe à l'œil nu tel qu'il a été observé depuis des siècles, ce n'est pas comme ça qu'on va voir les choses les plus intéressantes. C'est en basculant dans le registre ultraviolet ou bien dans l'infrarouge qu'on va voir des choses beaucoup plus structurées, beaucoup plus intéressantes. Et c'est là qu'il faudrait vraiment couper l'éclairage, parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. On peut peut-être presque couper le courant. Mais... C'est moi le responsable. Là, vous n'avez pas d'image du tout. Pourtant, tout à l'heure, ça a été... Ça, c'est autre chose. Tout à l'heure, quelqu'un a réussi à le faire. C'était pas du fondant. Bon, alors je vais tenter de vous montrer l'animation, puis on la repassera à la fin si jamais ça ne marche pas, parce que vous n'allez pas y voir grand-chose. Voilà le soleil vu à l'œil nu, et le même soleil vu en même temps en ultraviolet. Et si l'obscurité était un peu meilleure, ce qu'on pourrait voir, c'est que chaque pixel est animé, il se passe en permanence. Oups, excusez-moi, j'étais trop vite. Chaque pixel, chaque point particulier de cette image est animé en permanence. Il y a des éruptions qui se produisent, il y a des structures qui se font, qui se défont, qui se déplacent, et ainsi de suite. L'image dure, enfin le petit film dure à peu près quelques secondes, ça représente 1 ou 2 heures d'observation avec toutes sortes d'éruptions. Et donc, ce que vous voyez ici, ce qui n'est pas visible à l'œil nu, c'est pourquoi il a fallu avoir des satellites, parce qu'on peut le voir que hors de l'atmosphère terrestre. Il aura fallu attendre les années 90, 99 pour le voir pour la première fois, et se rendre compte que là, il se passe des choses qu'on ne voit pas à l'œil et qui peuvent avoir un impact sur l'environnement terrestre. Alors, j'avais prévu de parler un peu de sérendipité, de passer en revue certaines observations qui sont, pour certaines, fort anciennes, et qui à l'époque n'étaient pas comprises, et qui aujourd'hui peuvent être replacées dans un contexte beaucoup plus global, et on s'aperçoit que des découvertes, parfois fort anciennes, finalement trouvent leur place. Je ne vais pas, faute de temps, je ne vais pas en entrer en détail, je vais juste en montrer une que je trouve très intéressante. Dans les années 1910-1920, une université américaine, je ne me souviens plus laquelle, affréta un navire qui s'appelait le Carnegie,
qui parcourut les océans pour faire des mesures très précises de champs électriques et de champs magnétiques. C'était un bateau tout en bois, aucun objet magnétique à bord, tout était en métal, enfin il n'y avait rien qui était en acier ou en fer. Et ils firent différentes mesures, ils firent notamment des mesures très précises du champ électrique. Vous savez qu'ici, entre ma tête et mes pieds, il y a plusieurs centaines de volts, il y a un champ électrique très important. C'est le cas pour chacun d'entre vous. Heureusement, il n'y a pas de décharge parce que l'air n'est pas assez conducteur. Mais ce champ électrique, on peut le mesurer. Et ils se sont aperçus que ce champ électrique atteint un maximum chaque jour, exactement à la même heure en temps universel. C'est-à-dire que c'est à peu près 16 heures en Europe, ce sera plus tôt aux États-Unis ou en Amérique, ce sera plus tard en Asie. Et ils se sont posé la question, pourquoi, c'est la fameuse courbe qu'on voit ici, qu'on appelle la courbe de Carnegie. Vous voyez l'intensité, alors on le voit mal, l'intensité du champ électrique ici, et maintenant c'est mon pointeur laser qui est en train de défaillir. Voilà, vous avez l'intensité du champ électrique ici en fonction de l'heure, en heure absolue, qui correspond à peu de choses près au temps tel que nous le connaissons en Europe, avec un maximum du champ électrique ici plutôt en fin de journée. Et à l'époque, ils ont postulé que ceci était peut-être dû au fait que c'est vers les 16 heures, en temps universel, qu'il y a le plus d'orages sur Terre, puisque ces orages se produisent majoritairement en Afrique équatoriale. Et ces orages ont pour effet de charger et de décharger le puissant condensateur que constitue la Terre avec son atmosphère, sa haute atmosphère. Et alors aujourd'hui, on sait que la Terre, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un énorme condensateur, et qu'en permanence, il y a un courant de plusieurs méga-ampères qui circule entre le haut et le bas, entre les deux plaques de ce condensateur, la plaque supérieure étant à plusieurs centaines de kilomètres. Et ce courant, il est reconstitué d'un côté par les orages, et d'un autre côté, il y a un courant inverse qui se dirige vers la Terre et qui charge en permanence le condensateur. Et c'est très intéressant parce que ce courant-là, même s'il est très faible, il va avoir un effet sur les aérosols, puisque les aérosols peuvent être chargés, et donc induire un déplacement des aérosols sous l'effet du champ électrique. Or, ces aérosols vont pouvoir servir, sous certaines conditions, de noyau de condensation à des nuages, et donc vont pouvoir affecter la nébulosité. Et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'une expérience qui s'appelle Cloud, qui s'est faite au CERN il y a 2 ans déjà, et avec un nouvel épisode l'an dernier, qui cherchait justement à reproduire ces conditions-là de l'atmosphère primitive, entre guillemets, et qui pourrait expliquer un impact sur le climat. Bon, je saute parce que, faute de temps, il y a trop de choses à dire. Et j'arrive à la première conclusion intermédiaire, qui est que ce système-là est extrêmement complexe, bien plus qu'on ne le pensait jamais auparavant, et qu'on est loin d'avoir fait le tour du problème. Heureusement, il y a du pain sur la planche, et surtout que certains de nos réflexes sont à revoir. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Bon, je change un peu de sujet. Revenons maintenant un peu à la Terre et au Soleil, et j'aimerais dire quelques points particuliers sur le système solaire Terre. Ah, merci. Alors, je me dois de vous repasser le petit film, alors, parce que tout à l'heure, il n'était vraiment pas visible. Alors, la résolution du projecteur ne restitue pas la réalité et la beauté de cette image. C'est une image de 4000 sur 4000 pixels, 16 mégapixels. C'est un satellite qui mesure une image comme celle-ci toutes les 4 secondes, dans 16 longueurs d'onde. Ça fait environ 500 téraoctets de données par jour qui sont stockées tous les jours par ce satellite qui va fonctionner pendant 10 ans. Donc, un des problèmes accessoires, c'est le stockage des données dont je ne parlerai pas du tout. On peut se contenter de la beauté de cette image. Alors, revenons à nos petits moutons. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais j'aimerais juste commencer par quelques chiffres, juste pour situer les choses. La puissance émise par le Soleil correspond à peu près au nombre d'Avogadro, mais exprimé en watts, donc on est dans les 10 puissance 23 kilowatts, pardon. Une seconde, ça fait quasiment un millénaire de besoins énergétiques de la Terre. Ça restitue les choses, et surtout, le Soleil à lui seul est responsable de 99,99% de tout l'apport énergétique qui arrive sur la Terre. Donc c'est normal que le Soleil soit désigné comme premier coupable dès lors qu'il se produit un changement de climat.
Au départ de tout ceci, il y a ce qu'on appelle le magnétisme solaire. Et qui dit magnétisme solaire pense à sa manifestation la plus évidente, ce sont les taches solaires, que vous voyez ici sur une image qui est peut-être un peu ancienne. Les taches sont ces zones un peu sombres que vous voyez ici. Et ces taches-là, en fait, ce ne sont rien d'autre que la signature d'endroits où le champ magnétique est localement beaucoup plus intense, ce qui bloque la convection de la chaleur qui provient des réactions nucléaires du cœur et qui fait que la température est localement un peu plus basse à la surface. Et donc, si on agrandit une tache solaire, ce qu'on voit, ce n'est rien d'autre qu'une zone un peu plus sombre où ça bouillonne comme dans une casserole où vous faites du cacao chaud, si ça vous arrive. Moi, j'adore le cacao chaud, c'est pour ça. Alors, ce nombre de taches solaires, il évolue suivant un cycle qui s'est connu déjà depuis assez longtemps. Et donc, si on comptabilise le nombre de taches solaires, les premières observations datent des débuts des années 1600. Il y avait Galilée, entre autres, mais il n'était pas le seul. Et il évolue donc de façon cyclique, avec un cycle qui a à peu près 11, 12, 13 ans, avec un dernier cycle qui était plus faible, et le nôtre actuellement qui vient de reprendre, qui est à peu près ici, qui est encore plus faible, ce qui a suscité d'ailleurs pas mal d'émoi, mais bon, je ne vais pas en parler ici. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des périodes où l'activité était plus faible qu'aujourd'hui. Ces périodes portent des noms. La plus importante s'appelle le minimum de Maunder, qui correspondait au règne de Louis XIV. C'est un peu paradoxal que le roi Soleil était... Mais bon, c'est quelque chose qu'on dit souvent, donc maintenant tout le monde finit par le savoir. Ce qui est plus intéressant, c'est de noter que ces périodes, ces minima, correspondent à des épisodes où, en certaines parties du globe, et certaines parties du globe uniquement, il y a eu des épisodes et des températures plus basses qu'aujourd'hui. On parle de petit âge glaciaire qui est bien documenté en Europe, qui n'a pas du tout laissé de signature ou de traces sur le continent américain. Donc il y a des effets régionaux. Et donc on évoque souvent ceci comme étant une des preuves de l'impact de l'activité solaire sur la Terre, ce qui à mon avis est un peu extrême, mais bon, ça peut indiquer qu'il y a un lien. Alors, pour essayer de comprendre le mécanisme de cause à effet, regardons rapidement quels sont les principaux facteurs ou principaux mécanismes qui font que l'activité solaire peut avoir un impact sur notre environnement terrestre. Aujourd'hui, on parle de relations Soleil-Terre, et il y a toute une communauté nouvelle qui est en train de se créer, qui parle plutôt de relations étoiles-planètes, puisque l'étude des exoplanètes nous amène à nous intéresser à la vie sur ces exoplanètes, et donc aux conditions qui peuvent conduire à l'émergence de la vie, alors qu'une étoile est toute proche. Mais bon, ici, je me bornerai à étudier le lien entre Soleil et Terre uniquement. Alors, parmi les différents mécanismes, le plus important en termes énergétiques, de très loin, c'est le forçage radiatif par ondes électromagnétiques, donc c'est la lumière en quelque sorte, avec une puissance d'environ 1,3 kW par mètre carré, moyennée sur toute la Terre. Après, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle des perturbations interplanétaires. Ce n'est rien d'autre que du plasma, ce sont des particules qu'on a l'habitude de classer en particules de haute énergie, donc quasiment relativistes, qui vont à une vitesse proche de la vitesse à la lumière, ou bien des particules plus thermiques, qui évoluent à des vitesses de l'ordre de quelques milliers de kilomètres secondes, ça dépend. Et ce que vous noterez tout de suite, c'est qu'en termes énergétiques, la contribution est environ 6 à 7 ordres de grandeur inférieure à celle du forçage radiatif. Donc on a plusieurs ordres de grandeur entre ces différents mécanismes. Et tout bon physicien commencerait tout de suite par dire, dans ce cas-là, il n'y a pas photo, je jette tout ce qui est faible, tout ce qui est ténu, et je garde que ce qui est important. C'est comme ça que j'ai été éduqué, que j'ai grandi, et c'est comme ça que vous tous avez été formés. Eh bien, dans le système climatique, c'est souvent un très mauvais réflexe. Et une des premières choses qu'on apprend, c'est que parmi les mécanismes, ce ne sont pas forcément les plus énergétiques qui ont un rôle prépondérant. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des rétroactions, parce qu'il peut y avoir des effets de levier, des effets non linéaires, et ça fausse complètement notre perception des choses. Un autre mécanisme qui est souvent invoqué et qui est beaucoup plus controversé, ce sont les rayons cosmiques, j'en parlerai tout à l'heure. Et vous voyez qu'il est encore plus faible en termes de puissance. Et après, il y a tous les autres effets dont je ne parlerai pas du tout ici, c'est-à-dire le rôle de l'être humain, les effets orbitaux qui ne sont rien d'autre qu'un effet de forçage radiatif. Donc je vous ai dit tout à l'heure, abandonnons certains de nos réflexes.
Et donc c'est très important de réaliser que quand on est face à une diversité de mécanismes, à une pluralité de mécanismes qui interagissent entre eux, il ne faut surtout pas commencer par jeter le bain, l'eau du bain, le bébé, le bouchon, le savon et tout ce qui va avec. Il faut tout garder et vraiment être très prudent et prendre les mécanismes les uns après les autres pour voir quel effet ils peuvent avoir. Le problème, c'est que si vous commencez à les sortir tous du bain les uns après les autres, donc une bulle de savon, un pied de bébé, un savon, une épongette ou je ne sais pas quoi, si vous prenez le pied du bébé, vous prenez tout le bébé avec. Et donc ces mécanismes, c'est pareil et c'est très difficile de les dissocier. Et dans certains cas, on n'a pas le droit de les dissocier. Donc c'est très difficile de linéariser comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de prendre les problèmes un à un. Alors, passons très rapidement en revue ces différents mécanismes. Je vais peut-être accélérer un tout petit peu. Je passerai directement à ceci. Le premier, de loin le plus important, je vous ai dit, c'est le forçage radiatif. Donc c'est ce qu'on appelle la constante solaire. En fait, ça n'a rien d'une constante parce que ce n'est pas constant dans le temps. C'est le spectre solaire. Et ce spectre solaire, je vous l'ai représenté ici. Vous avez donc la puissance rayonnée par le Soleil en milliwatts par mètre carré et par nanomètre en fonction de la longueur d'onde, pour les longueurs d'onde qui vont des rayons X mous, extrême ultraviolet, visible et infrarouge. Et vous noterez qu'il y a à peu près 6 ordres de grandeur entre la partie la plus faible et la partie la plus intense du spectre, avec un maximum dans le visible, ce qui exprime le fait que le Soleil rayonne le plus dans le domaine visible. En fait, la couleur dominante du Soleil, c'est le vert. Donc normalement, le Soleil devrait être vert s'il n'y avait pas à côté le rouge, le jaune, le bleu et ainsi de suite. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quelle altitude l'atmosphère, ces différentes longueurs d'onde sont absorbées. Puisque notre réflexe, tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre. Je vous ai dit, voilà, la puissance rayonnée par le Soleil, c'est 1,3 kW par mètre carré. Ce chiffre-là, quantitativement, il est juste. Physiquement, il n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que ce chiffre-là comprend toute une série de contributions qui sont dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge proche, lointain, le visible, etc. Or, toutes ces contributions vont avoir des impacts et des effets de levier totalement différents. Donc on ne peut pas mélanger comme ça des haricots avec des carottes. Et ce que vous voyez donc ici, c'est entre autres à quelle altitude ces rayonnements sont absorbés de façon prépondérante. Et on voit tout de suite que la partie visible infrarouge est surtout absorbée au niveau du sol, essentiellement, pas entièrement, mais essentiellement au niveau du sol, donc ça va essentiellement réchauffer les océans et la Terre, alors que dans l'ultraviolet, vous avez ici une absorption qui se fait de façon prépondérante vers les 30-40 km. C'est la fameuse couche d'ozone qui va absorber l'ultraviolet, mais pas l'ultraviolet le plus intense. Et si vous descendez en longueur d'onde, vous avez des absorptions qui se passent de plus en plus hautes. La leçon de tout ceci, c'est que les différentes longueurs d'onde vont agir sur des couches très précises de l'atmosphère. Or, ces couches ont des caractéristiques et des constitutions et des propriétés totalement différentes. Et donc, si vous augmentez l'ultraviolet, mais qu'en même temps vous baissez la lumière, la contribution visible, vous allez avoir des effets qui peut-être au global, au total, seront les mêmes, mais individuellement, les mécanismes seront totalement différents. Et vous pouvez avoir des leviers très importants. Bon, je vais sauter un peu de tout ceci. Parlons un peu des signatures. Quelles sont les preuves que le Soleil agit sur le climat? Et ces preuves, il y en a énormément, mais elles sont toutes, je dirais, assez indirectes. Et une des premières démonstrations et des plus belles, à mon avis, est celle-ci, qui date déjà d'un bout de temps, d'une Allemande, Karin Labitzke, qui s'intéressait particulièrement à la stratosphère. La stratosphère, c'est la couche au-dessus de la troposphère, donc on est entre 15 et 30 km d'altitude. C'est la couche qui comprend la couche d'ozone, et c'est donc celle qui va être le plus sensible au rayonnement ultraviolet. Et ce qu'elle a représenté ici, c'est un diagramme qui est vraiment entré dans les annales. En rouge, vous avez l'altitude géopotentielle. Donc c'est l'altitude à laquelle se situe la couche dont la pression correspond à 30 hectopascales. Donc on est à peu près dans les 25 km d'altitude. Et en bleu, c'est un indicateur de l'activité solaire. J'insisterai pas, je n'entrerai pas dans les détails. Et on voit une corrélation extrêmement forte, ce qui ne prouve pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais qui montre quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans un registre totalement différent, voilà un résultat que je trouve très intéressant. C'est une équipe américaine qui a, pendant plusieurs années, étudié
la concentration en débris sur des paléoplages, sur des restes de plages au bord de l'Atlantique, avec les raisonnements suivants. Si vous avez plus de débris, ça veut dire qu'il y a eu plus de déchets, de morceaux de bois qui sont tombés à la mer, ça veut dire que les courants, le régime des courants a changé. Et qui dit changement de régime de courant dit surtout changement de régime de courant qui emporte les icebergs, et donc un changement de climat au niveau global. Et donc vous avez un indicateur très indirect, mais très intéressant du climat, qui est représenté ici par la courbe noire. Alors attention à l'échelle du bas, vous êtes ici, l'échelle c'est en milieu d'année. Alors qu'en rouge, il y a une reconstruction de l'activité solaire obtenue à partir d'isotopes cosmogéniques, j'en parlerai tout à l'heure. Et là encore, vous voyez une corrélation qui est extrêmement intéressante. Et des exemples comme ça, on peut en sortir des dizaines et des dizaines. Y compris celle-ci, que certains d'entre vous ont peut-être vue, et moi j'aime bien. C'est une corrélation qui montre la production industrielle du monde pendant la Grande Dépression, donc dans les années 1920, 1930, 1937. En haut, vous avez la production automobile, l'industrie lourde, l'industrie du bâtiment, avec la Grande Dépression dans les années 1930-31 qui ont produit ce creux. Et puis si je superpose le nombre de taches solaires, il y a une corrélation qui est absolument foudroyante. Et donc ça nous amène tout de suite à penser que s'il y a une corrélation, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité. Et c'est un piège qui a l'air évident, mais dans lequel énormément de personnes s'engouffrent. Et c'est vrai que c'est très difficile de faire la différence entre les deux. Si on veut vraiment comprendre ce qui se passe, on est obligé de faire la physique. Et donc on doit développer des modèles, aller dans le détail, modéliser, poser des équations et regarder ce qui se passe. C'est une des raisons pour laquelle la modélisation joue un rôle si important dans l'évolution du climat, dans l'étude de l'évolution du climat, puisque ces modèles sont, faute d'observation, ces modèles sont un des seuls moyens qui nous permettent de nous raccrocher à la réalité et de voir dans quelle mesure nos hypothèses sont justes ou fausses. Alors, voilà de façon très simpliste l'impact que peut avoir le principal terme, c'est-à-dire le forçage radioactif sur le climat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la lumière visible descend quasiment directement jusqu'au sol et donc va produire un échauffement du sol, alors que l'ultraviolet va avoir plutôt tendance à chauffer les hautes couches de l'atmosphère avec des réactions chimiques totalement différentes suivant l'altitude à laquelle on est. Et alors ceci peut produire toute une série de mécanismes. Si je prends par exemple le forçage par l'ultraviolet, un des mécanismes qui est invoqué aujourd'hui est celui de la circulation dans la haute atmosphère. Tous ceux qui ont pris un vol transatlantique savent ce que c'est que le jet stream, ces courants qui sont extrêmement puissants, qui font le tour de la Terre à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Ces jet streams sont extrêmement sensibles aux conditions de l'atmosphère au-dessus, dans la haute stratosphère. Donc si on modifie la haute stratosphère, on va modifier les jet streams et on peut arriver à des situations où on va créer des déformations telles, là ce que je représente, j'ai oublié de préciser, c'est un hémisphère de la Terre, donc vous voyez l'hémisphère nord, et on peut parvenir à des situations qui sont... On peut arriver à des situations qu'on appelle des situations de blocage, où vous allez créer des anticyclones, des dépressions, qui peuvent avoir des durées de vie extrêmement longues. Et quand un anticyclone, par exemple, de ce type-là se place sous la Sibérie, ça signifie que pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines, vous aurez un régime de vent froid et sec qui va déferler sur l'Europe, avec un impact sur le climat qui peut être assez important. Donc voilà un des mécanismes qui est invoqué, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, alors les gros défis auxquels les gens sont confrontés aujourd'hui, c'est le manque de données. On sait très bien mesurer la température au niveau du sol, on sait beaucoup moins ce qui se passe au-dessus des 30-40 km d'altitude, puisqu'il n'y a rien qui peut y aller. C'est trop haut pour les ballons, c'est trop bas pour les satellites, il n'y a que les fusées qui les traversent, et encore. Donc ce qu'on doit faire, c'est développer des modèles, d'une part, pour essayer de combler nos trous d'ignorance, et d'autre part, remonter dans le passé pour essayer de mieux comprendre le présent, puisqu'on a très peu de recul. Les premiers satellites datent des années 1970-80, et avant ça, on n'a donc aucune idée de ce qui se passait dans l'espace autour de la Terre. Alors, ces indices, moi, je ne vais pas trop en parler, faute de temps, je vais plutôt passer aux autres mécanismes. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a d'autres mécanismes qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus ténus, mais qui peuvent avoir un rôle. Et ça concerne principalement les particules. Qui dit particules dit protons, électrons.
C'est un plasma qui s'échappe en permanence du Soleil. Le Soleil perd chaque seconde plusieurs milliers de tonnes de matière qui s'évaporent comme ça dans l'espace et qui viennent constituer ce qu'on appelle le vent solaire. Alors ce vent solaire, on peut l'observer avec cette animation que je trouve superbe. Le Soleil est ici, la Terre est juste en dehors de l'image, et ce que vous voyez dans une image, dans un film qui a été fortement contrasté, ce que vous voyez, c'est l'écoulement du vent solaire. C'est ce flux de matière, ce flot de matière qui sort en permanence. Et j'espère qu'il va recommencer. Non. Il y a quelque chose qui est magnifique. Vous voyez un tout petit point lumineux qui s'approche sur la gauche ici, et c'est une comète. Ah, décidément. Bon, ce petit point lumineux, c'est une comète. Et si vous regardez bien, on voit la queue de la comète qui, de temps en temps, est déconnectée. C'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité du vent solaire, la queue parfois se détache de la comète et part derrière elle. L'explication qu'on a pour ceci, on le voit avec ce petit film. Bon, évidemment, ce sont que des images de synthèse. Quand une perturbation de ce type-là est plus intense et s'oriente en direction de la Terre, comme c'est un plasma et qu'un plasma est chargé, ça va affecter le champ magnétique terrestre ici, que vous voyez représenté par ces lignes, et produire ce qu'on appelle un mécanisme de reconnexion, où les lignes de champ magnétique se rejoignent et se recoupent entre elles. Alors quiconque a suivi un cours d'électromagnétisme saura que divergence du champ magnétique égale 0 signifie que deux lignes de champ magnétique ne peuvent jamais se croiser, sauf lorsque ce champ est localement nul. Et c'est ce qui se produit ici, et ça a pour effet de convertir une partie de l'énergie magnétique en énergie cinétique, c'est-à-dire de précipiter des particules dans la haute atmosphère terrestre, et c'est ça qui est à l'origine des aurores. Donc juste en passant, les aurores, ce n'est pas dû à des particules qui viennent du Soleil, mais c'est vraiment dû à des particules qui viennent de l'arrière de la Terre. Et quand ces aurores se produisent, ces particules vont ioniser la haute atmosphère et provoquer des réactions chimiques et provoquer différents constituants chimiques, ce qu'on appelle les NOx, parce qu'il y a les nitrates, il y a la composition en nitrate et en oxygène, et ensuite différentes combinaisons. Et là, vous voyez deux images prises par un satellite à quelques heures d'intervalle, où on voit un événement à droite qui a produit une grande concentration en NOx. Et ces NOx vont évidemment perturber l'équilibre chimique. Ça va produire des réactions qui vont se traduire par un échauffement local et une perturbation du champ électrique, et ce qui, finalement, de fil en aiguille, peut venir affecter les plus basses couches jusqu'au climat. Le problème, c'est que ces mécanismes-là, il y en a énormément. Il y en a une foison. C'est incroyable le nombre de mécanismes qui peuvent expliquer un impact sur le climat. Le problème, c'est que ces mécanismes sont tous extrêmement ténus. Et la plupart sont remis à zéro toutes les 24 heures, puisque entre le jour et la nuit, l'atmosphère terrestre est plus ou moins ionisée, ce qui a pour effet quasiment de vider tous ces réservoirs de particules et de recommencer après chaque nuit. Parmi les autres mécanismes, un de ceux dont je voulais vous parler très rapidement, pas parce que c'est le plus important, mais parce que c'est celui qu'on retrouve le plus souvent dans les controverses, ce sont les rayons cosmiques. Alors, ce qu'on appelle rayons cosmiques, ce n'est pas un rayonnement électromagnétique, ce sont rien d'autre que des particules, des protons, des noyaux d'hélium, et quelques particules plus exotiques, comme les muons, etc., qui proviennent de l'espace, qui ne proviennent pas du Soleil, mais de bien en au-delà, et qui ont des énergies cinétiques phénoménales. On n'est plus dans les méga-électronvolts, on n'est plus dans les giga-électronvolts, on est parfois au-delà. Ce sont des énergies qui sont absolument époustouflantes. Et ces particules proviennent donc de l'espace interstellaire. Certaines proviennent de notre galaxie, mais beaucoup proviennent d'en dehors de notre galaxie. Lorsqu'ils arrivent au centre de notre galaxie, si le Soleil est ici et que la Terre se trouve là, lorsque ces rayonnements arrivent au centre de nos galaxies, ils vont être affectés par l'activité solaire, étant donné qu'un Soleil plus actif va avoir pour effet de perturber la propagation de ces particules à l'intérieur de notre environnement, alors qu'un Soleil moins actif les laissera se propager de façon plus directe. Et on arrive à un mécanisme très simple qui veut qu'un Soleil actif va avoir un effet répulsif plus important sur ces rayons cosmiques, qui seront donc moins nombreux à atteindre la Terre. Et ces rayons cosmiques, on peut les mesurer. En France, il y a plusieurs stations qui les mesurent, mais c'est surtout près des pôles qu'on va les mesurer, parce que c'est là qu'on va détecter les flux les plus importants. Ces rayons cosmiques, lorsqu'ils arrivent dans la haute atmosphère, vont provoquer des gerbes de particules, des réactions nucléaires,
qui vont se traduire par l'arrivée au niveau du sol de gerbes de protons, de neutrons, etc. D'ailleurs, si vous voulez en voir, il suffit de fermer les yeux et d'être très patient. Attendez peut-être 1 heure, fermez les yeux, soyez dans l'obscurité totale. Et peut-être que vous verrez de temps en temps un tout petit flash lumineux, très bref. Et généralement, ça traduit le passage à travers de votre rétine d'une de ces particules. Les astronautes qui sont dans la station spatiale, on voit bien plus, ce qui est d'ailleurs un sujet de crainte, mais bon, ça c'est un autre sujet. et on arrive donc à une courbe qui est celle-ci. Par exemple, là, vous avez en rouge le nombre de taches solaires qui varie de façon cyclique, avec son cycle de 11 ans. Et en bleu, j'ai superposé le nombre de protons mesurés par une station qui se trouve c'est au Colorado. Et donc on voit qu'il y a une anticorrélation qui est très intéressante, puisque ces données-là nous permettent aujourd'hui de reconstruire l'activité solaire dans le passé. Et aujourd'hui, c'est un des seuls moyens dont on dispose pour reconstruire, pour savoir quel était le niveau d'activité solaire il y a 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans. Et on peut remonter jusqu'à 100 000 ans, voire un peu plus. Et voilà un exemple d'un résultat qui est obtenu où vous avez à peu près 6 000 ans de reconstruction d'histoire solaire. Donc la courbe noire représente le nombre de taches solaires fortement lissées, si on avait pu le mesurer. Ici, ce nombre de taches solaires a été reconstruit uniquement à partir de la concentration dans les sédiments du barium-10. Le barium-10, c'est un isotope radioactif qui n'existe pas dans la nature, qui est produit par ces réactions nucléaires et qui est donc un traceur d'activité solaire. Et en rouge, j'ai représenté sur le même graphe des épisodes où il y a eu des changements de régime climatique. Et un des meilleurs indicateurs de changement de régime climatique, ce n'est pas la température, mais ce sont les changements dans la pluviosité. Et en rouge, il y a eu des changements importants dans le régime des pluies. Et encore une fois, on peut noter que chaque fois qu'il y a eu une forte baisse de l'activité solaire, très souvent ces baisses sont concomitantes avec un changement de régime de pluviosité. Alors quel est le mécanisme qui est proposé pour ceci? Un des mécanismes qui est proposé, qui est très intéressant parce que ça fait vraiment intervenir la physique profonde, c'est le suivant. Lorsqu'un rayon cosmique traverse la Terre, l'atmosphère terrestre, il se passe la même chose que dans une chambre à bulles qu'on utilise pour étudier la radioactivité. C'est-à-dire ce rayon cosmique, sur son passage, va ioniser l'atmosphère et cette ionisation va créer ce qu'on appelle des noyaux, des centres de nucléation autour desquels des gouttelettes d'eau vont pouvoir se condenser pour, de fil en aiguille, augmenter la nébulosité. Donc il y a un lien qui est extrêmement... avec plusieurs étapes. On a le Soleil, le flux cosmique, les noyaux de condensation, la nébulosité et enfin le climat. Et un des premiers articles où ceci a été mis en évidence, c'est un article déjà qui date d'il y a quelques années, où les gens avaient mesuré le taux de nébulosité en bleu et le flux de rayons cosmiques en rouge, avec une magnifique corrélation. Ce papier a fait le tour du monde. Le problème, c'est que ces mesures de nébulosité sont extrêmement délicates. Et c'est là qu'on se heurte à un problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut prendre son PC, télécharger des données sur Internet, des données climatiques d'excellente qualité parfois, faire un calcul de corrélation et dire « Ah, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, j'en conclus que le climat a ceci, le climat n'a pas cela. » Et donc, quand les experts en observation du nuage ont repris ces données, ils ont dit « Attention, l'observation de la nébulosité est quelque chose d'extrêmement difficile puisqu'il y a des nuages de haute altitude, des nuages de basse altitude, ils n'ont pas le même effet sur le climat. Les uns vont avoir tendance à refroidir alors que les autres vont avoir tendance à réchauffer. Et quand on compare les deux courbes avec des données plus réalistes, on obtient un accord qui n'est plus du tout aussi bon. Donc ça m'amène à un des points sur lesquels je reviendrai tout à la fin de mes conclusions, c'est attention, soyez critiques quand on prend les données. Aujourd'hui, tout est possible, tout est accessible. Encore faut-il avoir un sens critique. Et j'en viens justement à la partie qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est la place de tout ceci dans le débat citoyen. Et si vous regardez, si vous faites une recherche sur Internet sur réchauffement climatique avec Soleil par exemple, vous allez trouver un nombre incroyable de documents avec le meilleur qui côtoie le pire, évidemment. Alors en France, le problème n'est pas aussi
grave qu'aux États-Unis ou en Angleterre, où il est nettement plus politisé. Mais si j'en crois à l'évolution qu'on observe, il y a quand même une certaine crainte à avoir. Alors, un des gros... ce qu'on reproche le plus souvent au GIEC ou à l'IPCC, qui reste aujourd'hui quand même l'autorité principale en termes de climat, puisque c'est le forum où tous les climatologues se mettent ensemble pour essayer de débattre sur le réchauffement. Ce qu'on reproche souvent au GIEC, et tout à fait à tort à mon avis, c'est d'être trop alarmiste. Et je pense qu'il faut bien faire la différence entre être alarmiste ou alarmé et alerté. Et sur Internet, vous allez trouver un nombre incroyable de personnes qui sont alarmistes des deux côtés. Hein. Il y en a certains qui disent la Loire va déborder de 50 mètres et on va être inondé toute la France. Il y en a d'autres qui disent au contraire, circuler, il n'y a rien à voir. Donc alarmer, pour moi, c'est quelque chose qui n'apporte rien de positif, puisque ça n'a fait qu'augmenter le niveau d'inquiétude et l'entropie en quelque sorte. Alors que celui qui alerte, il nous amène surtout à être plus vigilants, et que cette vigilance puisse nous amener à agir, à avoir un réflexe citoyen. Et donc on reproche souvent au GIEC d'être trop alarmiste. À mon avis, c'est plutôt l'alerte qui est en question ici. Et ce message d'alerte, il a énormément de peine à passer dans notre société. Alors, quelles sont les raisons pourquoi est-ce que le message passe si mal? Et il y a plein de raisons, et vous les connaissez sûrement toutes aussi bien que moi. Probablement, un des plus gros problèmes, c'est que la démarche scientifique ne s'apparente pas du tout à celle d'un débat politique, où on a une dualité entre le pour et le contre, où on a deux candidats. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on voit l'évolution des politiques en France, autant qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, on est de plus en plus dans cette logique dualiste, c'est-à-dire qu'il y a un pour, il y a un contre, il y a un bon, il y a un mauvais, mais il n'y a pas de solution plus nuancée. Et donc, la démarche scientifique, vous le savez aussi bien que moi, c'est quelque chose qui est le fruit d'un long processus, pas d'un débat médiatisé, où à la fin, on calcule le nombre de points de chacun et on reprend celui qui a le plus de points. Voilà, donc cette vision duale ou dualiste pollue énormément le débat scientifique. Il y a un autre point qui me semble intéressant, c'est que les controverses, si on regarde quelles sont les grandes controverses scientifiques de l'histoire, on s'aperçoit que le temps qu'il faut pour les résoudre est quasiment incompressible. Et je vais vous donner 3 exemples, je tire ça d'un article récent. Il s'agit de la controverse autour de la théorie de la relativité, qui a été très mal acceptée. Au début, c'était vraiment quelque chose de nouveau, de révolutionnaire. La théorie de la relativité, la théorie de l'héliocentrisme tout en haut, et en bas, j'appellerai pas ça une théorie, c'est tout le réchauffement climatique. Regardez bien l'échelle du temps. En bas, sous chaque thème, il y a l'échelle qui est exprimée en siècles. Et ce que vous voyez, alors en bleu, c'est le temps qu'il a fallu à la communauté scientifique pour s'organiser, pour résoudre le problème d'un point de vue scientifique. Et en vert, vous avez le temps qu'il a fallu à la communauté, au public général, pour s'approprier ce résultat et pour le digérer. Et on voit qu'il y a souvent un décalage entre les deux, c'est normal. Les éclairs, ça représente des épisodes où il y a eu des clashs plus ou moins importants. Et ce que vous voyez, ce qui me semble intéressant, c'est si vous prenez par exemple l'héliocentrisme, là on est 4 siècles en arrière, il a fallu à peu près 1 siècle pour digérer ce résultat-là. Aujourd'hui, avec les réchauffements climatiques, avec tous les moyens de communication et l'accélération, la trépidation de notre vie, on arrive à un temps incompressible qui est de nouveau de l'ordre du siècle pour digérer tout ceci. Pourquoi? Parce que derrière tout ceci, il y a des êtres humains, il faut un processus de digestion, de validation, de confirmation, et ainsi de suite. Malheureusement, ce qui vient polluer ceci, c'est l'arrivée dans l'arène publique de tous ces résultats. Et je prends juste cet exemple-ci, qui est tiré d'un article assez récent, dans lequel ils ont exprimé, à partir de la presse publique, pas la presse scientifique, mais la presse publique uniquement, la proportion d'articles qui étaient négationnistes. Ce que j'entends ici par négationniste, c'est les personnes qui nient l'impact de l'activité humaine sur le climat. On parle souvent de climato-sceptique. J'aime pas le mot climato-sceptique, puisque un scientifique se doit d'être sceptique par rapport à tout. Donc je préfère utiliser le mot négationniste, ce que font les anglo-saxons aussi.
Et alors, vous voyez qu'aux États-Unis, il y a à peu près un tiers de la population qui nie l'impact de l'être humain sur le climat, alors qu'en Europe, c'est nettement plus faible. Si vous comparez ce tiers à ce qui se passe dans la communauté scientifique, ce n'est pas un tiers, c'est 3% et encore moins que ça. Donc parmi les scientifiques, s'il y a un consensus, il n'y a pas photo, il y a moins de 3% des scientifiques qui ont des propos négationnistes. Néanmoins, on les entend presque à pied d'égalité. L'autre problème, c'est l'arrivée sur la place publique, le déballage sur la place publique, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est le processus démocratique qui se met en place. Mais à mon avis, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'avoir un consensus public sur la question du réchauffement climatique. Au sens scientifique, on le pourra peut-être, mais au sens plus général, le sens public, ce sera probablement impossible. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'explication unique et simple. On ne pourra plus dire la cause du réchauffement climatique, c'est ceci uniquement, il n'y a pas cela, et c'est 36 à gauche, 3 à droite et 2 en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle disparité, il y a une telle diversité d'opinions, de points de vue, de mécanismes, qu'on aboutit plutôt à une sorte de tissu avec un ensemble de résultats, tout un paysage qui est assez diffus. Alors, sur le plan scientifique, les choses sont beaucoup plus claires, mais sur le plan, je dirais, public, ça ne l'est pas. Et une des conclusions que je tirais de ceci, c'est que pour armer nos enfants, enfin, nos élèves, nos étudiants, probablement le meilleur outil qu'on peut leur donner, c'est le sens critique, qui leur permettra, on l'espère, de faire la part des choses. Voilà, dernière chose, et je terminerai avec ceci, c'est le manque de préparation par rapport à un débat qui est donc entré dans l'arène publique et dans lequel on fait face parfois à des communicateurs hors pair. Il y a des gens qui sont formés pour ceci. Et face à ces gens, beaucoup de scientifiques, et enfin nous tous de façon générale, et moi en premier, sont très pris au dépourvu. Il y a quelques mois, nous avions une école d'été où nous avions une trentaine d'étudiants et nous avons fait passer plusieurs films avec des propos ouvertement pro-négationnistes ou anti-négationnistes. Et à la fin de l'école, on a organisé un débat, on a réparti les étudiants en 2 groupes et ils devaient défendre une des 2 thèses sans faire d'attaque personnelle, en se basant uniquement sur des faits scientifiques. Et ça a été extrêmement intéressant, et ce qui a été le plus intéressant, à mon avis, c'était de voir qu'après une demi-heure de joute verbale où ils se sont balancés des chiffres, le débat était terminé parce qu'il n'y avait plus moyen d'avancer, c'était face à face, il n'y avait plus de marge de manœuvre possible. Pourquoi? Parce qu'ils se battaient avec des chiffres, avec des faits, et quand on se bat avec des faits, après, forcément, on bute sur un obstacle qu'on n'arrive plus à franchir, à moins de se mettre autour d'une même table et de commencer à discuter et de commencer à parler du raisonnement et d'autres aspects. Et cette démarche-là, elle ne nous est pas du tout naturelle, ou peut-être qu'on l'applique parfois dans les petits contextes très restreints, mais dès qu'on est face à un groupe plus important, on a beaucoup de peine à exprimer ce genre de logique-là. Voilà, donc pour conclure, je ne voulais pas vous proposer des listes de lecture. Parmi les différents documents que vous pouvez trouver sur Internet, il y en a un qui me semble particulièrement intéressant, c'est le premier, qui a été traduit en français récemment, qui s'appelle « Les marchands du doute ». C'est un livre qui étudie les différentes controverses scientifiques. Il y a eu les plus acides, il y a eu l'impact du tabac sur la santé, il y a eu les fréons, les CFC, et aujourd'hui il y a le réchauffement climatique, et qui fait une étude plutôt historique, sociologique, de voir comment s'est organisée la société et avec quelle puissance les lobbies industriels en particulier ont réussi, avec quelle force les lobbies ont réussi à s'opposer aux avancées scientifiques. Et une des conclusions que je tirais de ce livre, avant ça j'étais assez partisan du mode auto-organisation, on se dit voilà, on laisse la société s'auto-organiser. Une des conclusions fortes que je tire de ce livre-là, c'est que si on veut faire une avancée conceptuelle majeure dans ces problématiques-là, eh bien, il faut à un moment donné que l'État prenne une décision et dise, voilà, stop, à partir d'aujourd'hui, on cesse de développer tel produit polluant. Ça a été le cas du protocole de Montréal, quand on a dit, stop, maintenant, on cesse de produire des CFC. Quand on prend des bombes, on les charge uniquement avec du bétane.
Et c'est uniquement lorsqu'une autorité supérieure prend une décision que l'industrie s'adapte, développe des solutions nouvelles, innove et finalement progresse à long terme. Mais si on laisse le système s'auto-organiser, si on laisse l'industrie trouver des solutions toute seule en se disant elle finira bien par trouver la bonne solution, ça met un temps beaucoup plus long, voire infini. Voilà, je m'arrêterai ici avec ma dernière conclusion. J'avais un autre petit film, mais je pense que ce sera pour une autre fois. Et donc je conclurai en disant simplement que c'est tellement complexe, donc vos élèves, préparez-les s'il vous plaît à aborder des questions qui sont complexes. On n'a pas de solution simple. Et quiconque arrive avec une solution simple en disant « c'est évident, c'est ceci », méfiez-vous. Et à mon avis, la meilleure chose qu'on peut leur laisser, c'est ce sens critique. Et je suis encore une fois sidéré à voir à quel point les élèves, les étudiants que j'ai ici, sont peu armés à avoir ce sens critique, à se dire « voilà, ce que je viens d'ingurgiter, ce que je viens de gober, est-ce que ça a un sens ? Qu'est-ce que moi, en tant qu'étudiant, avec ce que j'ai appris au lycée, qu'est-ce que moi, je suis capable d'en déduire ?» Donc, s'il vous plaît, continuez, avancez et insistez sur le développement du sens critique. Merci. Alors, je veux bien prendre les questions s'il y en a, mais je conçois qu'il y en a qui sont pressés de partir aussi. Merci pour cette ouverture. Vous nous avez bien dit que l'activité humaine représentait environ 10-4 de l'énergie que nous recevons du Soleil. Donc si une variation de l'activité humaine est de l'ordre de 10%, on devrait pouvoir voir 10% de 10-4, c'est-à-dire 10-5. Est-ce qu'on mesure l'activité du Soleil à 10-5 près ? C'est une très bonne question. Et en fait, je vous ai tendu un piège à tous. Tout le monde a écouté religieusement. Quand j'ai comparé les ordres de grandeur des différentes contributions, évidemment, ce qu'il faudrait comparer, ce n'est pas les ordres de grandeur, c'est comparer les ordres de grandeur sur la variation, sur la variabilité. Je vous ai pris au piège. Mais tout le monde se fait prendre au piège. Et moi aussi, quand j'ai commencé à regarder pour la première fois. Et si on compare les ordres de grandeur sur la variation et non pas sur la valeur absolue, ce qu'on voit, c'est que la variation dans l'apport énergétique du Soleil n'est pas de l'ordre de 1,3 kW par mètre carré, mais c'est plutôt de l'ordre du watt par mètre carré. Donc on est déjà un facteur de 1000 en dessous. Ce qui veut dire qu'on arrive déjà à des chiffres qui sont beaucoup plus proches. Ce qui n'empêche que la mesure est extrêmement difficile. Aujourd'hui, pour mesurer l'apport énergétique du Soleil, ce qu'on appelle la fameuse constante solaire, qui n'en est pas une, on exige des instruments, des précisions qui sont de l'ordre de 100 ppm. 100 ppm, ça veut dire 0,1% de précision, en absolu. Alors, quiconque a déjà construit un instrument ou essayé de calibrer un instrument, je vous défie de construire un instrument qui a une précision, une calibration absolue au niveau de 0,1%. C'est un énorme défi. Mais on y arrive avec beaucoup de patience. Je ne sais pas si ça répond à la question. Dans quel sens Oui. Oui. Une variation de l'activité humaine de 10%, c'est 10-5. Oui. Et vous nous parlez de 3 sur la mesure photovoltaïque. Oui. Donc il manque des ordres de grandeur dans la capacité de mesurer le flux que reçoit la Terre. Pour le corréler avec une activité humaine ou une variation. Oui, avec la différence, c'est que si on regarde les variations, maintenant il faut regarder les variations à long terme, où l'activité humaine va avoir un rôle beaucoup plus prépondérant. Et l'autre chose qu'il faut bien voir aussi, c'est que ces différents forçages solaires vont avoir des effets de levier totalement différents, vont agir sur des couches totalement différentes.
Et donc l'activité humaine va agir au niveau de la troposphère essentiellement. C'est là qu'on a le plus de mesures, c'est là que le réchauffement est le plus évident. L'activité solaire va agir sur des couches totalement différentes. Donc il faut comparer ce qui est comparable. C'est pas si simple que ça, malheureusement. Oui. Non, c'est tout à fait quantitatif, oui. Au niveau du forçage radiatif, par contre, en ce qui concerne les forçages par les particules, là c'est purement qualitatif, on est à un ordre de grandeur près. On sait que c'est faible, mais on ne sait pas si c'est 1 ou 100. Il y a même 2 ordres de grandeur. Oui, vous venez d'employer à 7 ou 8 reprises le mot forçage. Oui. Pourquoi on n'emploie pas un autre mot et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, c'est une bonne question. J'aurais dû être précis dès le départ. Effectivement, c'est un peu un langage, c'est un peu un terme technique. Quand on fait le bilan énergétique de la Terre, on regarde ce qui entre, on regarde ce qui sort, et donc il y a une partie de l'énergie qui est recirculée de façon interne, et il y a un apport extérieur, et cet apport, on l'appelle le forçage, tout simplement. Donc c'est le terme technique pour dire quel est l'apport énergétique qui peut être externe pour le cas du Soleil, ou qui peut être interne dans le cas des volcans. Bien, bon, on va terminer cette journée et ce congrès